Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. L'histoire du parc Borelli commence par l'histoire d'une famille marseillaise. Or, il ne s'agit pas du petit Marcel Pagnol qui a cru quelque temps que l'oncle Jules était le propriétaire de ce magnifique parc où l'a mené le dimanche la tante Rose. À l'annonce de la supercherie, Pagnol écrira « Je découvris ce jour-là que les grandes personnes savaient mentir aussi bien que moi, et il me sembla que je n'étais plus en sécurité parmi elles. » Vous l'avez compris, c'est de la famille Borelli dont il s'agit. Au XVIIIe siècle, la famille Borelli, d'origine dauphinoise, tenait un rang enviable à Marseille. Comme les riches familles commerçantes de la ville, elle possédait de nombreux immeubles et hôtels. Mais plus que l'hôtel, c'est l'obsession de la Bastide qui habite l'âme marseillaise. Toute sa vie, Louis Borelli nourrit le projet d'en construire une sur le domaine de Bonneveine. Plus qu'une Bastide traditionnelle, il veut que son projet surpasse, par ses dimensions et son ordonnance, toutes celles du terroir, où elle se compte déjà par centaines, et soit reconnue comme un vrai château. Ainsi, en 1767, de retour d'Égypte, où il avait fait prospérer le négoce familial, il fait établir son projet. Il s'adresse alors à l'architecte Clériceau, dont le goût italianisant était célèbre dans toute l'Europe et apprécié jusqu'à la cour de Russie. L'élévation projetée fut modifiée à la française et allégée de sa surcharge décorative par l'architecte Contandin Esprit-Brun, 1710-1804. Ce dernier réalisa les travaux sous la surveillance du fils de Louis Borelli, Louis-Joseph Denis, 1731-1784. Son fils confia la décoration intérieure au peintre Louis Chez, 1744-1811, originaire d'Aubagne, qu'il envoya à ses frais étudier et chercher des motifs en Italie. Chez conçut une décoration fastueuse, de trompe-l'œil et camailleux, de vastes compositions à sujet mythologique pour les plafonds, les murs, les dessus des portes, parmi les gypseries et les boiseries dorées. Ces décorations firent l'admiration d'illustres visiteurs comme Charles VI d'Espagne, la duchesse de Berry, Alfred de Vigny ou encore Eugène Scribe, qui ont signé le livre d'or conservé au château. Le château Borelli est classé un monument historique depuis 1936. Le parc est issu d'un grand domaine formé autrefois de 5 fermes, connu sous le nom de domaine de Bonneveine. Monsieur le comte de Panis, héritier de Monsieur Borelli, ajouta au domaine de nouvelles acquisitions faites en 1812 et en 1815. Pierre-Léandre de Marc Tripoli, comte de Panis-Passy, épouse le 19 mai 1800 à Marseille Louise de Borelli, fille d'Honoré de Borelli, notaire à Marseille, et de Marie-Catherine de Surrian, héritière du château Borelli. Elle est la nièce de Louis-Joseph Denis Borelli. Le 17 avril 1857, la famille de Panis céda tout ce domaine à M. Paulin Talabou. Agissant comme directeur gérant de la Société des docks entrepôts de Marseille, à cette époque, le château Borelli et ses dépendances étaient limités au nord par l'Uvonne, à l'est par la propriété particulière et à l'ouest par le rivage de la mer, la contenance totale étant évaluée à 46 hectares, 25 ares environ. Le chemin de fer de Marseille à Toulon devant traverser le jardin des plantes situé au Chartreux, M. Talabot, directeur des chemins de fer de Lyon et de la Méditerranée, chargé d'exécuter la nouvelle ligne de Toulon, offrit à la ville de Marseille de lui céder le château Borelli et ses dépendances en échange du jardin des plantes. La partie de la propriété Borelli qui devait faire l'objet de l'échange contenait 17 hectares environ, dans lesquels étaient compris les bâtiments, châteaux et meubles enfermés dans ce château. Le domaine de Borelli était formé par la réunion de plusieurs fermes, dites la Dumane, la Valbelle, la Tirane, la Louise, l'Anjouvine, la Charrière et du Pré-Michel, qui constituaient des exploitations distinctes et séparées pour la plupart l'une de l'autre par des murs, dont il restait encore des vestiges. Lorsque la famille Borelli réunit toutes ses fermes en un seul et vaste domaine, elle apporta aux abords du château des changements qui nécessitaient une résidence de cette importance. On créa 2 grandes allées de platanes qui s'étendaient du château jusqu'à l'Uvonne, on fit la Pinède, on traça les allées d'un bosquet dans l'ancienne Tirane. La ville n'ayant acquis que 17 hectares sur les 46 qui composaient le domaine, plusieurs membres du conseil municipal ayant exprimé le regret de voir les terrains restants à M. Talabot, aussi rapprochés du château, et la crainte de les voir un jour couverts de constructions pouvant masquer la perspective de la mer aux personnes placées sur la terrasse du château, proposèrent de modifier le traité primitif et de porter à 19 hectares la superficie cédée par M. Talabot à la ville de Marseille. Le Conseil approuva, le 3 novembre 1856, un nouveau traité au moyen duquel la ville acquérait 2 hectares de plus pour l'établissement de la propriété communale du château Borelli.
Enfin, l'administration municipale s'attacha à donner satisfaction au désir si naturel que chacun éprouvait de conserver au château Borély le caractère de beauté et de grandeur qui lui est propre. Elle se mit de nouveau en rapport avec M. Talabot et à la suite de longues négociations, elle parvint à un arrangement que le conseil municipal approuva dans sa délibération du 4 janvier 1860. En 1860, le cercle de la rue Grignan, le cercle des Moutards, s'était constitué en société des courses. Il lui fut impossible de trouver dans la banlieue une propriété assez vaste pour lui permettre de construire une piste de 1500 mètres environ de longueur, parcours minimum prescrit pour les courses de la société d'encouragement. Dans cet embarras, la société des courses demanda à l'administration municipale l'autorisation d'établir son hippodrome au château Borély. Le conseil municipal délibéra, le 23 mars 1860, qu'il y avait lieu d'accorder l'autorisation demandée par la société des courses, avec réserve de la retirer dès qu'elle jugerait convenable. Les premières courses eurent lieu au printemps de 1861, elles attirèrent une foule considérable. La visite faite à Marseille en septembre de la même année, 1860, par l'empereur et l'impératrice Eugénie, fut l'occasion de fêtes brillantes et splendides offertes par la municipalité au château Borély. Pour donner à leur majesté entrée dans la propriété par le Prado, la ville fait exécuter en quelques jours un pont de 45 mètres de longueur, d'une tête à l'autre, et d'un débouché de 12 mètres de largeur. Elle ouvrit jusqu'au Prado la large avenue de 45 mètres sur 250 mètres de longueur, travail que d'ailleurs la ville était tenue de faire exécuter par son traité avec la Société des docks. La fête du 9 septembre fut splendide. On estime à 150 000 le nombre de personnes qui y participèrent aux divertissements variés de cette soirée mémorable. Entre 1860 et 1880, la ville de Marseille fit appel à Alphand, ingénieur des plantations de la ville de Paris, pour créer un parc public dans la propriété. Celui-ci confia l'exécution du projet à son collaborateur Barillet Deschamps. En 1880, le botaniste Édouard-Marie Haeckel y rétablit le jardin botanique de Marseille. Il est déplacé en 1920 dans une extension à l'ouest du parc et baptisé du nom de son refondateur. La juxtaposition du parc et du jardin à la française confère à Borély un charme supplémentaire. Ces allées sont très prisées des joggeurs et des promeneurs qui apprécient de flâner entre les massifs de la roseraie ou de découvrir les espèces rares du jardin botanique. Ce sont en tout 6 paysagistes successifs qui ont laissé leur empreinte au sein du parc. Ambry, pour le jardin classique en 1775, Paré, le parc à l'anglaise en 1859, Alphand et Barillet Deschamps, principaux auteurs du parc actuel en 1862, et les frères Buller, le premier jardin botanique en 1880. Le plan d'eau, son embarcadère, sa buvette et son restaurant complètent les multiples attractions du site. Borély est aussi un paradis pour les enfants doté des aires de jeu et de nombreux espaces. En 1995, la cascade en rocaille du XIXe siècle a été choisie pour servir d'écrin à l'œuvre originale de Jean-Michel Folon, L'Homme aux oiseaux. La vocation de l'ancienne demeure de la famille Borély comme musée est ancienne. Elle a notamment abrité le musée d'archéologie de 1863 à 1989. Ce lieu abrite actuellement le musée des arts décoratifs et de la faïence et de la mode. De nombreuses attractions sportives ont eu lieu au parc. L'arrivée de la deuxième étape du Tour de France 1903 est jugée dans le parc le 5 juillet 1903. L'un des favoris de l'épreuve, Maurice Garin, remporte 3 étapes et le classement général avec près de 3 heures d'avance sur le deuxième, Lucien Potier, ce qui constitue le plus grand écart entre le vainqueur du Tour et son dauphin dans l'histoire de cette compétition. L'arrivée de la 8e étape du Tour de France 1919 est jugée dans le parc le 13 juillet 1919. Du 16 au 31 juillet 1910, la première quinzaine de l'aviation se tient dans le parc. C'est la première fois qu'un aéroplane survole Marseille. Le parc Borély accueille entre les années 1930 et les années 1950 le Grand Prix automobile de Marseille. Depuis 1962, le parc Borély accueille le mondial La Marseillaise à pétanque, plus importante compétition de pétanque du monde, qui réunit chaque année près de 13 000 joueurs venus de toute la France et tous les pays du monde. À très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com/c/juste-mise-au-point. Pour d'autres histoires de Marseille ou le site jumap.blog.